Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Добро пожаловать на этот новый урок. Меня зовут Ансельм, я преподаватель-носитель французского, и сегодня у нас особенный урок, потому что будем практиковать французский вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным. Перед тем, как начать, не забывай подписываться на мой канал на YouTube и в Телеграме, где ты найдешь очень много полезных ресурсов. И напиши в комментариях, какие темы тебе было бы интереснее увидеть в следующих уроках. Ну что, Пушкин нас ждет. Начинаем. На этом уроке мы будем читать две сказки. Conte du coq d'or et Conte du petit poisson et du pêcheur. Сначала я буду читать сказку на французском с переводом на русский, и затем будет твоя очередь повторить за мной. Для удобства ты найдешь в описании временные указатели этого видео, чтобы перейти сразу к части, которая тебя интересует. Ну что, вперед с Пушкиным! Сначала я читаю всю сказку, а ты слушай внимательно для произношения. Conte du coq d'or. Dans le 27e royaume, dans le 30e empire, vivait je ne sais où l'illustre tsar Dodone. Terrible dans sa jeunesse, follement téméraire, sans trêve, il avait causé grand dommage à ses voisins. Mais, quand il devint très vieux, il désira la trêve des armes et la vie paisible. Alors, ses voisins tentèrent d'inquiéter le vieux tsar et de lui porter grand mal. Pour protéger ses frontières des incursions ennemies, il entretint une nombreuse armée. Les chefs ne dormaient pas, mais ils n'arrivaient plus à suffire. S'ils veillaient au sud, l'ennemi venait d'Orient. S'ils le repoussaient là, survenaient de la mer d'audacieux pillards. Le tsar Dodone pleurait de rage et perdait le sommeil. Peu lui souriait de vivre en perpétuelle angoisse. Voici qu'il se décide à demander secours et dépêche un messager vers l'astrologue, sage et eunuque, pour le trouver, le saluer de sa part. Devant Dodone, voici le sage. De son sac, il tire un coq d'or. « Perche-le, dit-il au tsar, sur la flèche d'une haute tour. Il te gardera fidèlement. Si tout reste calme alentour, immobile, il se tiendra. Mais que, de quelque côté, te menace une guerre ou l'incursion d'une horde, ou quelque malheur sans nom, mon coq d'or aussitôt de relever la crête, de se mettre à chanter et de battre des ailes en regardant l'horizon d'où vient le danger. » Le tsar remercia l'eunuque et dans son ravissement, il lui promit merveilles et montagnes d'or. « Pour reconnaître un service tel, lui dit-il, j'accomplirai ta première volonté aussi pleinement que la mienne. » De la flèche d'une haute tour, le coq d'or surveillait les frontières du tsar. Et dès que survenait la menace d'un danger, le fidèle gardien, s'agitant comme au sortir du sommeil, battait des ailes et regardant l'horizon d'où menaçait le danger, « Kiri coucou » criait-il. Alors, les voisins du tsar redeviennent pacifiques, n'osent plus guerroyer, tant leur inflige d'échecs le tsar Dodone. Une année, puis une autre s'écoule dans la paix. Le coq d'or se tient immobile. Voici qu'un jour, un bruit terrible éveilla le tsar Dodone. « Notre tsar, père du peuple !» clame le chef des armées. « Empereur, réveille-toi, le malheur est sur nous. »
Qu'y a-t-il, messire? Dit en bâillant Dodone. Qu'y a-t-il? Ah, quel malheur! Le coq d'or chante à nouveau, répond le chef des armées. Le tumulte et l'effroi s'emparent de la capitale. Le tsar se jette à la fenêtre. Sur la flèche de la haute tour, il voit le coq s'ébattre, tourné vers l'Orient. Il n'y a plus d'instant à perdre. Et vite, les hommes de sauter à cheval. Le tsar lance son armée vers l'Orient. Son fils aîné chevauche à la tête. Le coq alors se tut, le bruit s'apaisa, le tsar s'endormit. Voici que 8 jours se passent et l'on reste sans nouvelles de l'armée. Nul message ne parvint à Dodone. Le coq chante à nouveau, le tsar lève une nouvelle armée, il envoie son fils cadet au secours de l'aîné. De nouveau, le coq se tue. Voici que 8 jours se passent et l'on reste sans nouvelles de l'armée. Et l'effroi règne dans la ville. Le coq chante à nouveau. Le tsar lève une nouvelle armée et la mène vers l'Orient. Lui-même ignore vers quel destin. L'armée marche jour et nuit. La fatigue commence à la vaincre. Dodone, ne trouvant sur sa route ni champ de bataille, ni camp, ni tertre funéraire, pense à quelque nouveau prodige. Déjà prend fin le 8e jour. Déjà dans la montagne pénètrent les armées du tsar. Entre de hautes cimes se dresse une tente de soie. Alentour règne un surprenant silence. Dans un étroit défilé gît une armée détruite. Le tsar Dodone se hâte vers la tente. Quel spectacle d'effroi! Devant lui, ses 2 fils sont étendus, morts, sans aume ni cuirasse. Ils se sont l'un l'autre transpercés. Leurs destriers errent au milieu du champ, sur l'herbe foulée, sur le gazon sanglant. Le tsar se lamente à grands cris. « Ah, mes enfants! Malheur à moi! Dans un filet, mes 2 faucons se sont laissés prendre. Malheur! Ma mort est proche. » Avec Dodone, tous se lamentent. Le fond des vallées retentit d'un gémissement profond. Le cœur des montagnes tressaille. Mais soudain, la tente s'entr'ouvre. La tsarine de Chamakan, vierge resplendissante comme l'aurore, s'avance doucement vers le tsar. Et regardant ses yeux, tel un oiseau de nuit surpris par le soleil, le tsar se tait. Et devant elle, il oublie la mort de ses 2 fils. Elle sourit à Dodone, le salue, lui prend la main, l'emmène dans sa tente. Là, elle le fait asseoir à table et lui fait goûter à toutes sortes de mets. Elle le fait coucher sur un lit de brocart et prendre un long repos. Puis, durant 1 semaine, soumis à l'enchantement, le tsar Dodone festoie. Avec la Vierge et son armée, il prend enfin le chemin du retour. La renommée le devance, répandant le faux et le vrai. Aux portes de la capitale, le peuple les reçoit à grand bruit. Le peuple court après le char, après Dodone et la tsarine. Le tsar Dodone les salue tous. Tout à coup, il aperçoit dans la foule la tête couverte d'un chapeau blanc de sarrasin et blanc aussi ses cheveux, son vieil ami l'eunuque. « Bonjour mon père,
lui dit le tsar. Ah, que me diras-tu? Oh, que m'ordonneras-tu? Approche-toi. Tsar, lui répondit le sage, réglons nos dettes enfin. T'en souviens-tu? Pour le service jadis rendu, tu promis, en gage d'amitié, d'accomplir comme la tienne ma première volonté. Eh bien, donne-moi cette vierge, la tsarine Shamakan. Quoi? Dit alors au vieillard le tsar fort étonné. Es-tu possédé d'un démon? As-tu perdu la raison? Certes, j'ai promis, mais il est une limite à tout. Et pourquoi veux-tu cette vierge? Voyons, c'en est assez. Sais-tu bien qui je suis? Tu peux, si tu le veux, puiser au trésor, demander un titre de boyard, un cheval des écuries impériales, la moitié de mon empire. De tout cela, je ne veux rien. Donne-moi cette jeune vierge, la tsarine de Shamakan, répliqua le sage astrologue. Le tsar en crache de dépit. Non, tu ne recevras rien. Tu te tourmentes toi-même, pécheur. Retire-toi tant que tu es vif encore. Que l'on écarte le vieillard. Le vieillard voulut discuter. Mais avec certains hommes, il n'est pas bon de se quereller. Le tsar Dodon saisit son sceptre, en frappe le sage au front. Face contre terre, le sage tombe et rend le dernier soupir. Toute la ville en frémit. Mais la jeune vierge de rire, hi hi, ha ha ha, ne craignant pas le péché. Quoique troublé profondément, le tsar tendrement sourit. Voici qu'il entre dans la ville, mais dans un frémissement, aux yeux de tous, le coq d'or s'élance de la flèche vers le char, il se pose sur la tête du tsar, lui donne un coup de bec, et tandis que le tsar tombe, pousse un soupir et meurt, il s'envole. Et la tsarine disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Cette histoire n'est qu'une fiction, mais ne contient-elle pas un symbole, une bonne leçon pour qui veut entendre? Отлично! Ну как тебе сказка Пушкина на французском? Красиво звучит, да? Теперь будем вместе практиковать. Мы почитаем вместе эту сказку. Ты увидишь указания на презентации. Сначала я читаю несколько строков, а ты повторяешь за мной. Готов? C'est parti. Conte du coq d'or. Dans le 27e royaume, dans le 30e empire, vivait je ne sais où l'illustre tsar Dodon. Terrible dans sa jeunesse, follement téméraire, sans trêve, il avait causé grand dommage à ses voisins. Mais, quand il devint très vieux, il désira la trêve des armes et la vie paisible. Alors, ses voisins tentèrent d'inquiéter le vieux tsar et de lui porter grand mal. Pour protéger ses frontières des incursions ennemies, il entretint une nombreuse armée.
Les chefs ne dormaient pas, mais ils n'arrivaient plus à suffire. S'ils veillaient au sud, l'ennemi venait d'Orient. S'ils le repoussaient là, survenaient de la mer d'audacieux pillards. Le tsar Dodon pleurait de rage et perdait le sommeil. Peu lui souriait de vivre en perpétuelle angoisse. Voici qu'il se décide à demander secours et dépêche un messager vers l'astrologue, sage et eunuque, pour le trouver, le saluer de sa part. Devant Dodon, voici le sage. De son sac, il tire un coq d'or. Perche-le, dit-il au tsar, sur la flèche d'une haute tour. Il te gardera fidèlement. Si tout reste calme alentour, immobile, il se tiendra. Mais que, de quelque côté, te menace une guerre ou l'incursion d'une horde, ou quelque malheur sans nom, mon coq d'or aussitôt de relever la crête, de se mettre à chanter et de battre des ailes en regardant l'horizon d'où vient le danger. Le tsar remercia l'eunuque et dans son ravissement, il lui promit merveilles et montagnes d'or. Pour reconnaître un service tel, lui dit-il, j'accomplirai ta première volonté aussi pleinement que la mienne. De la flèche d'une haute tour, le coq d'or surveillait les frontières du tsar. Et dès que survenait la menace d'un danger, le fidèle gardien, s'agitant comme au sortir du sommeil, battait des ailes et regardant l'horizon d'où menaçait le danger, Kiri coucou criait-il. Alors les voisins du tsar redeviennent pacifiques, n'osent plus guerroyer, tant leur inflige d'échecs le tsar Dodon.
Une année, puis une autre s'écoule dans la paix. Le coq d'or se tient immobile. Voici qu'un jour, un bruit terrible éveilla le tsar Dodon. « Notre tsar, père du peuple !» clame le chef des armées. « Empereur, réveille-toi, le malheur est sur nous. »« Qu'y a-t-il, messire ?» dit en bâillant Dodon. « Qu'y a-t-il ? Ah, quel malheur !»« Le coq d'or chante à nouveau, » répond le chef des armées. Le tumulte et l'effroi s'emparent de la capitale. Le tsar se jette à la fenêtre. Sur la flèche de la haute tour, il voit le coq s'ébattre, tourné vers l'Orient. Il n'y a plus d'instant à perdre. Et vite, les hommes de sauter à cheval. Le tsar lance son armée vers l'Orient. Son fils aîné chevauche à la tête. Le coq alors se tut, le bruit s'apaisa, le tsar s'endormit. Voici que 8 jours se passent et l'on reste sans nouvelles de l'armée. Nul message ne parvint à Dodon. Le coq chante à nouveau, le tsar lève une nouvelle armée, il envoie son fils cadet au secours de l'aîné. De nouveau, le coq se tue. Voici que 8 jours se passent et l'on reste sans nouvelles de l'armée, et l'effroi règne dans la ville. Le coq chante à nouveau. Le tsar lève une nouvelle armée et la mène vers l'Orient. Lui-même ignore vers quel destin. L'armée marche jour et nuit. La fatigue commence à la vaincre. Dodon, ne trouvant sur sa route ni champ de bataille, ni camp, ni tertre funéraire, pense à quelque nouveau prodige. Déjà prend fin le 8e jour. Déjà dans la montagne pénètrent les armées du tsar. Entre de hautes cimes se dresse une tente de soie. Alentour règne un surprenant silence. Dans un étroit défilé gît une armée détruite.
le tsar Dodon se hâte vers la tente. Quel spectacle d'effroi! Devant lui, ses deux fils sont étendus, morts, sans aume ni cuirasse. Ils se sont l'un l'autre transpercés. Leurs destriers errent au milieu du champ, sur l'herbe foulée, sur le gazon sanglant. Le tsar se lamente à grands cris. « Ah, mes enfants, malheur à moi! Dans un filet, mes deux faucons se sont laissés prendre. Malheur, ma mort est proche. » Avec Dodon, tous se lamentent. Le fond des vallées retentit d'un gémissement profond. Le cœur des montagnes tressaille. Mais soudain, la tente s'entr'ouvre. La tsarine de Chamakan, vierge resplendissante comme l'aurore, s'avance doucement vers le tsar. Et regardant ses yeux, tel un oiseau de nuit surpris par le soleil, le tsar se tait. Et devant elle, il oublie la mort de ses deux fils. Elle sourit à Dodon, le salue, lui prend la main, l'emmène dans sa tente. Là, elle le fait asseoir à table et lui fait goûter à toutes sortes de mets. Elle le fait coucher sur un lit de brocart et prendre un long repos. Puis, durant une semaine, soumis à l'enchantement, le tsar Dodon festoie. Avec la Vierge et son armée, il prend enfin le chemin du retour. La renommée le devance, répandant le faux et le vrai. Aux portes de la capitale, le peuple les reçoit à grand bruit. Le peuple court après le char, après Dodon et la tsarine. Le tsar Dodon les salue tous. Tout à coup, il aperçoit dans la foule la tête couverte d'un chapeau blanc de sarrasin et blanc aussi ses cheveux, son vieil ami l'eunuque.
Bonjour, mon père, lui dit le tsar. Ah, que me diras-tu? Oh, que m'ordonneras-tu? Approche-toi. Tsar, lui répondit le sage, réglons nos dettes enfin. T'en souviens-tu? Pour le service jadis rendu, tu promis, en gage d'amitié, d'accomplir comme la tienne ma première volonté. Eh bien, donne-moi cette vierge, la tsarine Shamakan. Quoi? Dit alors au vieillard le tsar fort étonné. Es-tu possédé d'un démon? As-tu perdu la raison? Certes, j'ai promis, mais il est une limite à tout. Et pourquoi veux-tu cette vierge? Voyons, c'en est assez. Sais-tu bien qui je suis? Tu peux, si tu le veux, puiser au trésor, demander un titre de boyard, un cheval des écuries impériales, la moitié de mon empire. De tout cela, je ne veux rien. Donne-moi cette jeune vierge, la tsarine de Shamakan, répliqua le sage astrologue. Le tsar en crache de dépit. Non, tu ne recevras rien. Tu te tourmentes toi-même, pécheur. Retire-toi tant que tu es vif encore. Que l'on écarte le vieillard. Le vieillard voulut discuter. Mais avec certains hommes, il n'est pas bon de se quereller. Le tsar Dodon saisit son sceptre, en frappe le sage au front. Face contre terre, le sage tombe et rend le dernier soupir. Toute la ville en frémit. Mais la jeune vierge de rire, hi hi, ha ha ha, ne craignant pas le péché. Quoique troublé profondément, le tsar tendrement sourit. Voici qu'il entre dans la ville, mais dans un frémissement, aux yeux de tous,
le coq d'or s'élance de la flèche vers le char. Il se pose sur la tête du tsar, lui donne un coup de bec, et tandis que le tsar tombe, pousse un soupir et meurt, il s'envole. Et la tsarine disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Cette histoire n'est qu'une fiction, mais ne contient-elle pas un symbole, une bonne leçon pour qui veut entendre ? Magnifique! Браво! Давай сейчас уже продолжим сразу с второй сказкой. Я тоже буду ее читать полностью на французском, а ты слушай внимательно, и ты, конечно, увидишь перевод также. Начинаем. Слушай меня внимательно. Conte du pêcheur et du petit poisson. Vivait un vieux et sa vieille tout au bord de la mer bleue. Vivait dans une chaumière depuis 33 ans écoulés. Il pêchait en ses filets, elle filait sa quenouille. Il lança, certain beau jour, son filet loin dans la mer. Son filet ne revint que chargé de vases. Une autre fois encore, il lança loin son filet, et le filet revint chargé des algues marines. Une troisième fois, il lança loin son filet, et le filet revint avec un petit poisson d'or qui, d'une voix très humaine, se mit à supplier le pêcheur. « Ô toi, bon vieux, laisse-moi m'en retourner dans la mer. Je te donnerai rançon belle pour me racheter. De moi tu peux obtenir tout ce que dès lors tu désires. » Le vieillard s'étonna, s'effraya. Depuis 33 ans écoulés qu'il pêchait, il n'avait ouï dire qu'un poisson parlât. Le poisson d'or il relâcha avec des paroles amènes. « Dieu soit avec toi, petit poisson doré. De ta rançon je n'ai nul besoin. Retourne dans la mer bleue, en elle promène-toi librement. » Le vieux revint près de la vieille et lui conta le grand prodige. « J'ai pris aujourd'hui, dit-il, un merveilleux poisson d'or, qui parlait bien tout comme nous, demandant que je le laisse retourner dans la mer bleue, et m'offrant bonne rançon. Pour rachat il donnait que soient comblés nos désirs, et je n'ai pas osé lui demander rançon. Je l'ai tout simplement rejeté dans la mer. » Se mit alors la vieille à gronder. « Imbécile que tu es! Grand benet qui ne sait pas tirer rançon du poisson d'or! Au moins tu aurais dû lui demander une auge, tant la nôtre est cassée. » Voici le vieux qui s'en vient tout au bord de la mer bleue. Il voit que sur la mer bleue, une houle s'est levée, légère, et fort, il appelle le petit poisson doré qui vers lui nage et demande. « Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux lui répondit alors. « Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. La vieille m'a grondé. La vieille ne me laisse plus de repos. Il lui faut une auge neuve, tant la nôtre est cassée. » « Ne te chagrine pas, lui répond le poisson. Va,
et que Dieu te garde, vous aurez l'auge neuve. Le vieux revint près de la vieille. Elle a maintenant l'auge neuve. Se mit alors la vieille à le gronder plus fort. Imbécile que tu es, grand benêt qui ne sut obtenir qu'une auge. Y a-t-il grand profit dans une auge? Retourne auprès du poisson d'or, salue-le, puis demande une isba. Voici le vieux qui s'en va tout au bord de la mer bleue. Il voit que sur la mer bleue le trouble des eaux grandit. À haute voix, il appelle le petit poisson doré qui vers lui nage et demande. « Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux alors lui répondit. « Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. La vieille gronde plus encore. La vieille ne me laisse plus de repos. La vieille veut une isba. » « Ne te chagrine pas, lui répond le poisson. Va, et que Dieu te garde. Qu'il en soit donc ainsi, vous aurez une isba. Le vieux s'en va vers la chaumière, mais de la chaumière il ne reste plus trace. Devant lui se dresse l'isba. L'isba avec une chambre, une cheminée de briques blanchies à la chaux, une porte de chêne. La vieille, assise à la fenêtre, injurie tant qu'elle le peut. « Imbécile que tu es, grand benêt qui ne sut obtenir qu'une isba, retourne saluer le poisson d'or. Je ne veux plus être simple paysanne, je veux être noble dame. » Voici le vieux qui s'en va tout au bord de la mer bleue. Sur la mer bleue, le calme n'est plus. À haute voix, il appelle le petit poisson doré qui vers lui nage et demande. « Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux alors lui répondit. « Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. La vieille est encore plus folle. La vieille ne me laisse plus de repos. Elle ne veut plus être simple paysanne. Elle veut être noble dame. »« Ne te chagrine pas, lui répondit le poisson. Va, et que Dieu te garde. » Le vieux revint près de la vieille. Et que voit-il? Un grand manoir, et, sur le perron, la vieille richement vêtue d'un manteau de zibeline. Sa tête est coiffée de brocart, des perles ornent son cou. Aux doigts, des bagues en or. Aux pieds, des bottes rouges. Devant elle se pressent des serviteurs diligents. Elle les bat, les tire par les cheveux. Et le vieux dit à la vieille. « Salut à toi, grande dame. Sans doute maintenant ton âme est satisfaite. » Mais la vieille lui jette pour toute réponse des injures et l'envoie servir à l'écurie. Passe une semaine, puis une autre. La vieille devient plus folle encore. De nouveau vers le poisson d'or, elle envoie le vieux. « Retourne saluer le poisson d'or. Je ne veux plus être noble dame, je veux être libre tsarine. » Le vieux s'effraie et la supplie. « Tais-tu, vieille, bourrée de jusquiam? Comme il sied aux tsarines, sais-tu marcher et parler? Tout ton empire se moquera de toi. » La vieille gronde plus encore et le frappe à la joue. « Comment oser, moujik, discuter avec moi qui suis noble dame? Va-t'en au bord de la mer, sur l'honneur, si tu ne veux, on t'y traînera de force. » Le vieux s'en va vers la mer. Noire est devenue la mer bleue. À haute voix, il appelle le petit poisson doré, qui vers lui nage et demande.
Que veux-tu de moi, bon vieux? Avec un profond salut, le vieux alors lui répondit. Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. La vieille est encore révoltée. Déjà plus ne veut-elle être noble dame, mais libre tsarine. Ne te chagrine pas, lui répond le poisson. Va, et que Dieu soit avec toi. La vieille sera tsarine. Le vieux revint près de la vieille, et devant lui se dresse un palais impérial. La vieille, en tsarine, est assise à la table. Des boyards et des nobles la servent, lui versent des vins d'outre-mer. Elle boit, elle mange des pains épicés. Autour d'elle se tient sa garde menaçante, la hache sur l'épaule. Voyant cela, le vieux s'épouvante. Il s'incline jusqu'à terre et dit à la vieille « Salut, ô tsarine terrible! Sans doute maintenant ton âme est satisfaite. » Mais la vieille vers lui ne tourne pas même son regard. Elle ordonne simplement qu'on le chasse de ses yeux. Accourent nobles et boyards et poussent le vieux par les épaules et le bousculent, et de leurs haches les gardes le frappent à la porte. Et la foule de se moquer. Bien fait pour toi, vieux manant. À l'avenir, souviens-toi qu'il ne faut pas s'asseoir dans le traîneau qui ne vous appartient pas. Passe une semaine, puis une autre. La vieille oublie toute raison. Elle envoie ses courtisans rechercher son mari. On retrouve le vieux, on l'amène auprès d'elle. « Retourne, lui dit la vieille, saluez le petit poisson. Je ne veux plus être libre tsarine, mais souveraine de la mer, vivre dans la mer Océane, et je veux que le petit poisson me serve et qu'il me fasse mes commissions. » Le vieux n'ose point contredire, il n'ose proférer une parole là contre. Voici le vieux qui s'en va tout au bord de la mer bleue. Il voit une noire tempête se jouer sur la mer bleue. Courroucé, les flots vont et viennent et hurlent. À haute voix, il appelle le petit poisson doré qui vers lui nage et demande. « Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux alors répondit. « Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. Que puis-je faire avec ma maudite vieille, qui ne veut être tsarine, mais souveraine de la mer, vivre dans la mer Océane. Elle veut que vous-même vous la serviez et fassiez ses commissions. » Le petit poisson, sans répondre, frappe l'eau de sa queue et s'enfonce dans les profondeurs de la mer. Le vieux longtemps reste au bord. Il attend une réponse et, n'en recevant pas, le vieux revient près de la vieille. Mais devant lui, que voit-il? Sa chaumière, et sur le seuil, la vieille assise, et devant elle, une auge brisée. И вуаля! Ну что, как тебе эта сказка? На французском необычно, да? Ну, красиво, я надеюсь. Ты тоже сейчас попробуешь повторить за мной эту красивую сказку. Я буду читать несколько строков на французском, и ты повторишь за мной. Все будет написано на слайдах. Tu es prêt? Ты готов? C'est parti! Conte du pêcheur et du petit poisson. Vivait un vieux et sa vieille tout au bord de la mer bleue. Vivaient dans une chaumière depuis 33 ans écoulés. Il pêchait en ses filets, elle filait sa quenouille. Il lança, certain beau jour, son filet loin dans la mer.
son filet ne revint que chargé de vases. Une autre fois encore, il lança loin son filet, et le filet revint chargé des algues marines. Une troisième fois, il lança loin son filet, et le filet revint avec un petit poisson d'or qui, d'une voix très humaine, se mit à supplier le pêcheur. Ô toi, bon vieux, laisse-moi m'en retourner dans la mer. Je te donnerai rançon belle pour me racheter. De moi tu peux obtenir tout ce que dès lors tu désires. Le vieillard s'étonna, s'effraya. Depuis 33 ans écoulés qu'il pêchait, il n'avait ouï dire qu'un poisson parlât. Le poisson d'or il relâcha avec des paroles amènes. Dieu soit avec toi, petit poisson doré. De ta rançon je n'ai nul besoin. Retourne dans la mer bleue, en elle promène-toi librement. Le vieux revint près de la vieille et lui conta le grand prodige. « J'ai pris aujourd'hui, dit-il, un merveilleux poisson d'or, qui parlait bien tout comme nous, demandant que je le laisse retourner dans la mer bleue, et m'offrant bonne rançon. Pour rachat il donnait que soient comblés nos désirs, et je n'ai pas osé lui demander rançon. Je l'ai tout simplement rejeté dans la mer. » Se mit alors la vieille à gronder. « Imbécile que tu es! Grand benet qui ne sait pas tirer rançon du poisson d'or! Au moins tu aurais dû lui demander une auge, tant la nôtre est cassée. » Voici le vieux qui s'en vient tout au bord de la mer bleue. Il voit que sur la mer bleue, une houle s'est levée, légère, et fort il appelle le petit poisson doré
qui vers lui nage et demande « Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux lui répondit alors « Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. La vieille m'a grondé. La vieille ne me laisse plus de repos. Il lui faut une auge neuve, tant la nôtre est cassée. » « Ne te chagrine pas, lui répond le poisson. Va, et que Dieu te garde. Vous aurez l'auge neuve. Le vieux revint près de la vieille. Elle a maintenant l'auge neuve. Se mit alors la vieille à le gronder plus fort. Imbécile que tu es, grand benêt qui ne sut obtenir qu'une auge. Y a-t-il grand profit dans une auge? Retourne auprès du poisson d'or, salue-le, puis demande une isba. Voici le vieux qui s'en va tout au bord de la mer bleue. Il voit que sur la mer bleue le trouble des eaux grandit. À haute voix, il appelle le petit poisson doré qui vers lui nage et demande « Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux alors lui répondit « Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. La vieille gronde plus encore. La vieille ne me laisse plus de repos. La vieille veut une isba. »« Ne te chagrine pas, lui répond le poisson. Va, et que Dieu te garde. Qu'il en soit donc ainsi, vous aurez une isba. » Le vieux s'en va vers la chaumière. Mais de la chaumière, il ne reste plus trace. Devant lui se dresse l'isba. L'isba avec une chambre, une cheminée de briques blanchies à la chaux, une porte de chêne. La vieille, assise à la fenêtre, injurie tant qu'elle le peut. « Imbécile que tu es, grand benêt qui ne sut obtenir qu'une isba.
retourne saluer le poisson d'or. Je ne veux plus être simple paysanne, je veux être noble dame. Voici le vieux qui s'en va tout au bord de la mer bleue. Sur la mer bleue, le calme n'est plus. À haute voix, il appelle le petit poisson doré qui vers lui nage et demande « Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux alors lui répondit « Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. La vieille est encore plus folle. La vieille ne me laisse plus de repos. Elle ne veut plus être simple paysanne. Elle veut être noble dame. » « Ne te chagrine pas, lui répondit le poisson. Va, et que Dieu te garde. » Le vieux revint près de la vieille. Et que voit-il? Un grand manoir, et, sur le perron, la vieille richement vêtue d'un manteau de zibeline. Sa tête est coiffée de brocart, des perles ornent son cou. Aux doigts, des bagues en or. Aux pieds, des bottes rouges. Devant elle se pressent des serviteurs diligents. Elle les bat, les tire par les cheveux. Et le vieux dit à la vieille « Salut à toi, grande dame. Sans doute maintenant ton âme est satisfaite. » Mais la vieille lui jette pour toute réponse des injures et l'envoie servir à l'écurie. Passe une semaine, puis une autre. La vieille devient plus folle encore. De nouveau vers le poisson d'or, elle envoie le vieux. « Retourne saluer le poisson d'or. Je ne veux plus être noble dame, je veux être libre tsarine. » Le vieux s'effraie et la supplie. « T'es-tu, vieille, bourrée de jusquiam? Comme il sied aux tsarines, sais-tu marcher et parler? Tout ton empire se moquera de toi. » La vieille gronde plus encore et le frappe à la joue. « Comment oser, moujik, discuter avec moi qui suis noble dame? Va-t'en au bord de la mer,
Sur l'honneur, si tu ne veux, on t'y traînera de force. Le vieux s'en va vers la mer. Noire est devenue la mer bleue. À haute voix, il appelle le petit poisson doré qui vers lui nage et demande : « Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux alors lui répondit : « Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. La vieille est encore révoltée. Déjà plus ne veut-elle être noble dame, mais libre tsarine. »« Ne te chagrine pas, lui répond le poisson. Va, et que Dieu soit avec toi. La vieille sera tsarine. » Le vieux revint près de la vieille, et devant lui se dresse un palais impérial. La vieille, en tsarine, est assise à la table. Des boyards et des nobles la servent, lui versent des vins d'outre-mer. Elle boit, elle mange des pains épicés. Autour d'elle se tient sa garde menaçante, la hache sur l'épaule. Voyant cela, le vieux s'épouvante. Il s'incline jusqu'à terre et dit à la vieille : « Salut, ô tsarine terrible ! Sans doute maintenant ton âme est satisfaite. » Mais la vieille vers lui ne tourne pas même son regard. Elle ordonne simplement qu'on le chasse de ses yeux. Accourent nobles et boyards et poussent le vieux par les épaules et le bousculent, et de leurs haches les gardes le frappent à la porte. Et la foule de se moquer. « Bien fait pour toi, vieux manant. À l'avenir, souviens-toi qu'il ne faut pas s'asseoir dans le traîneau qui ne vous appartient pas. »
Passe une semaine, puis une autre. La vieille oublie toute raison. Elle envoie ses courtisans rechercher son mari. On retrouve le vieux, on l'amène auprès d'elle. « Retourne, lui dit la vieille, saluez le petit poisson. Je ne veux plus être libre tsarine, mais souveraine de la mer, vivre dans la mer Océane, et je veux que le petit poisson me serve et qu'il me fasse mes commissions. » Le vieux n'ose point contredire, il n'ose proférer une parole la contre. Voici le vieux qui s'en va tout au bord de la mer bleue. Il voit une noire tempête se jouer sur la mer bleue. Courroucé, les flots vont et viennent et hurlent. À haute voix, il appelle le petit poisson doré qui vers lui nage et demande : « Que veux-tu de moi, bon vieux ? » Avec un profond salut, le vieux alors répondit : « Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. Que puis-je faire avec ma maudite vieille, qui ne veut être tsarine, mais souveraine de la mer, vivre dans la mer Océane. Elle veut que vous-même vous la serviez et fassiez ses commissions. » Le petit poisson, sans répondre, frappe l'eau de sa queue et s'enfonce dans les profondeurs de la mer. Le vieux longtemps reste au bord. Il attend une réponse et, n'en recevant pas, le vieux revient près de la vieille. Mais devant lui, que voit-il ? Sa chaumière, et sur le seuil, la vieille assise, et devant elle, une auge brisée. И вуаля! Magnifique! Какие красивые сказки, не так ли? Как тебе произносить их на французском? Напиши в комментариях. Я надеюсь, что тебе этот урок понравился. Не забывай подписываться на мой канал на YouTube и в Телеграме. И напиши в комментариях, какие темы ты бы хотел или хотела увидеть в следующих уроках. Я почитаю и сделаю видео. C'était très intéressant, мне было очень интересно заниматься с тобой на французском, и я тебе говорю до следующего урока.
Ciao.